Vous le connaissez tous, Jean-Jacques Jordi est historien, spécialiste de l'histoire des migrations en Méditerranée, de l'Algérie, des colonisations et des décolonisations. Il a publié et dirigé plusieurs ouvrages et articles de référence sur les migrations méditerranéennes, des migrations espagnoles aux migrations venant d'Algérie, ainsi que sur les harkis et sur les pieds noirs. L'enquête qu'il a menée pour son livre, Un silence d'État, fait remarquablement le point sur les disparus d'Algérie après les accords d'Évian et jusqu'au tragique 5 juillet 1962 qui vit à Oran plus d'1 millier de Français assassinés sous les yeux de l'armée française. Cette enquête vient d'être inscrite par le gouvernement dans son site Mémoire des hommes. Sa conférence a pour titre Entre repentance, vérité et réconciliation, quelle perspective pour les descendants des Français d'Algérie. Merci. Alors, je mets des lunettes parce que sinon, vous pouvez me monter, merci un petit peu. Alors, entre effectivement repentance, vérité, réconciliation, quelle perspective pour les descendants de Français d'Algérie. Vous voyez que je ne dis pas fils de pied noir ou petit-fils de pied noir, je dis descendants des Français d'Algérie. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors, ces mots, on les retrouve dans le rapport que le président Macron avait demandé à Benjamin Stora. Et ce rapport devait, en principe, aborder non seulement les thèmes de réconciliation avec l'Algérie, en proposant des gestes forts, mais aussi de tenter de réconcilier, dans une réflexion quasi philosophique, l'approche de l'histoire avec les mémoires. Dans l'emploi de ces deux mots, vérité, ce serait l'histoire, et la réconciliation mémorique, faire en sorte que ces mémoires se retrouvent. Alors moi, je ne suis pas adepte de la vérité, hein. Je suis adepte de la véracité. C'est complètement différent. Chacun a sa vérité. Chaque témoignage est vrai dans son témoignage. Après, il y a la véracité, c'est-à-dire s'occuper de ce qui est véridique. Hein, voilà. Alors, par rapport au rapport Stora, les reproches et les objections scientifiques que beaucoup d'historiens français ont fait à ce rapport et le rejet dont il a fait l'objet du côté des Algériens, y compris par des jeunes Algériens, descendants des héros et martyrs de la guerre d'indépendance, montrent les limites d'un exercice qui est plus politique qu'historique. Déjà peu développé dans ce rapport, la prise en compte, je ne dis pas la prise en considération, la prise en compte des Français d'Algérie oublie totalement ce qu'il convient d'appeler les enfants et les petits-enfants des pieds noirs. Alors là, effectivement, comment peut-on restituer cette histoire, l'histoire des parents, des grands-parents, et reconstituer une histoire en terre d'Algérie, et qui va plus loin de la terre d'Algérie, j'y reviendrai. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, là, c'est un peu ce qu'on appelle maintenant, enfin les Parisiens appellent ça les WIP. Vous savez qu'ils ont des mots comme ça, les Parisiens. Donc ça veut dire work in progress. Ça veut dire qu'on est en train de travailler en même temps que voilà ce qu'on fait en cours. On apprend en faisant. Voilà. Et donc moi je vais faire mon travail selon trois indications. D'abord, un problème de génération. Prenons bien en compte que aujourd'hui, une génération, sociologiquement, c'est 25 ans. La guerre d'Algérie et l'exode qui nous concerne, c'est 1962, donc ça fera 60 ans. Donc, mathématiquement, il y a déjà eu 2 générations qui sont nées en France. Et on est en train de voir naître la 3e génération.
puisque 50 ans, quelqu'un qui est né en 64, il se marie en 90, 25 ans. Hein. Donc lui, il est déjà... il est né, il se marie en 90, il a un gamin en 92 ou 93, donc c'est la deuxième génération. Et ce gamin en 93, il a déjà 26 ans aujourd'hui. Donc il a peut-être un gamin. Donc la troisième est en train de naître. On ne se rend pas compte du temps écoulé, mais on est à la troisième génération qui est en train de naître. Et ça, c'est un problème parce que quand on parle d'intergénérationnel, on pense surtout à ceux qui sont nés en Algérie et après à leurs enfants. Mais déjà, dans leurs enfants, dans ces 60 ans, vous avez des enfants, des petits-enfants et peut-être même des arrière-petits-enfants qui sont en train de naître en ce moment. Et qu'est-ce qu'on leur transmet, qu'est-ce qu'on leur laisse? Donc, ne pas oublier que le temps en histoire, c'est extrêmement important. Hein, c'est pas quelque chose qui se fait sur la très longue durée, ni qui se fait sur une durée de 25 ans, mais il faut accorder le bon timing à cette histoire-là. Parce que cette histoire de l'Algérie, elle prend 1830-1962, mais l'histoire des hommes en Algérie, c'est avant 1830, et puis c'est après 1962. Donc on est bien dans un problème de génération. Alors, le rapport Stora proprement dit, quand on le regarde, les enfants et les petits-enfants de Pieds-Noirs sont complètement absents. Alors moi, pour en avoir parlé avec Benjamin Stora, il me dit, mais oui, mais parce qu'ils sont complètement assimilés. Enfin, ou mieux, ils se sont fondus dans la masse. Ils sont fondus dans la masse. Non, mais moi, j'en connais, hein, qui sont vraiment fondus dans la masse. Enfin, qui sont... Oui, ils savent que leurs parents ou leurs grands-parents, c'est souvent leurs grands-parents, sont nés en Algérie. Alors, ils en ont un ou deux, parce que faut pas oublier que on n'est pas une communauté qui se renouvelle entre nous. Hein, on n'est pas dans l'entre-soi, là. Hein. On a des grands-pères, comme nous, on avait des grands-pères espagnols ou italiens ou maltais ou juifs, etc. Pour les petits-enfants, les grands-parents, ils ne sont pas les quatre d'Algérie. Hein. Donc ça bouleverse un peu tout ça. Il faut prendre en compte tous ces éléments. On ne vit pas dans l'entre-soi. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'on ne vit pas dans l'entre-soi, qu'on peut faire ce colloque aujourd'hui et qu'il y a un avenir pour ces enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants bientôt des Pieds-Noirs. Donc, est-ce qu'ils se sont fondus dans la France au point de ne plus rien dire? Sans doute, pour une partie. Et puis d'autres, et vous en êtes l'exemple, Anne-Marie en parlait tout à l'heure, ils se sont dit, mais pas finalement d'où je viens, parce que pas d'où je viens. D'où je viens, c'était pour ma génération, celle qui est née juste avant, celle des années 50, 60. D'où je viens, parce que nos parents étaient devenus complètement français d'Algérie. Ils se croyaient français à part entière, et on leur a dit quand ils sont venus en France, ils sont Pieds-Noirs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Puisqu'ils veulent qu'on soit Pieds-Noirs, on sera Pieds-Noirs, avec tout ce que ça suppose. Et donc, ma génération à moi, on a eu tendance à chercher les origines. Jordi, c'est pas français de France. Donc, Pérez, c'est pas français de France. On va dire n'importe quoi. Donc, c'était retrouver ces rhizomes, hein, dont je parlais tout à l'heure. On a retrouvé les rhizomes en sachant que on a un tel qui était là, et puis pour certains, il y a eu des voyages, souvenirs du style pèlerinage aux sources. On allait à Malte parce qu'il y avait l'arrière-arrière-grand-père qui était né. Bon,
on était content de retrouver Zamit, le nom un peu partout, ou Fennec, ou je sais pas quoi, voilà, comme on retrouvait à Minorque les Synthèses, les Ponces, les Mercadal, etc., comme on retrouvait autour d'Alicante les Pérez, Rodriguez, et puis voilà. Donc on était... Et quand on retournait en Alsace, eh ben, on retrouvait les noms alsaciens, ou en Allemagne, etc. Pareil pour l'Italie, Ischia, n'en parlons pas. Voilà. Donc il y avait tout ce travail qui était fait. Mais les enfants et les petits-enfants, ce travail-là de rhizome, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils le savent. Parce que souvent, bon, moi je suis toujours très curieux de savoir ce qu'il y a dans les maisons, enfin quand je vais interviewer une personne. Parce que j'ai à peu près... J'ai fait ma thèse j'ai passé ma thèse en janvier 83 sur les Espagnols en Oranie. Quand j'ai passé ma thèse, ça commence à dater, un membre du jury, originaire d'Algérie, qui était à Nice, un professeur à Nice très connu, me dit Jordi, vous êtes, c'est bien votre thèse. Mais c'est terminé, quoi, des pieds noirs, ça sert à rien, etc. Et lui-même pied noir, hein. Pied noir. Ça sert à rien, c'est né. Et puis de toute manière, si vous continuez là-dedans, travailler les pieds noirs, votre carrière sera foutue. On publiera jamais vos livres, ça servira à rien, etc. Bon, 10 ans après, je l'ai invité à un colloque que j'avais organisé, et il m'a dit, mais de toute manière, ta génération, parce qu'on se tutoyait après, ta génération sera la dernière des pieds noirs. Effectivement, le dernier des Mohicans. La dernière et puis il avait raison sur le plan générationnel. Parce que on est pieds noirs à partir de quel moment? On est pieds noirs si on est né en Algérie. Et si on a vécu l'exode. Hein, c'est les points importants. Hein. Parce que quelqu'un qui serait né en Algérie, mais qui serait venu en France en 1949, hein, ou en 50, comme certains acteurs de cinéma et de théâtre, et qui après se disaient pieds noirs, ben non, il n'a pas vécu l'exode, il n'a pas vécu la fin de la guerre d'Algérie, il n'a pas été... Alors, on a parlé de déplanté. Je ne sais plus qui a parlé de déplanté. Ouais. Effectivement, de déplanté. Mais moi, je trouve que la déplantation, ça peut être faite de manière assez agréable. C'est-à-dire qu'on peut déplanter doucement. Et pour les pieds noirs, enfin pour les Français d'Algérie, ça a été un arrachement à la terre natale. Brusque, soudain. Ça a été vraiment arraché. Hein, arraché. Donc, le pied noir, il est là. Voilà. Arraché à sa terre. Hein. Être né et être arraché à sa terre. Donc, effectivement, ce professeur de Nice avait raison quand il me disait vous êtes les derniers pieds noirs. Le dernier pied noir, c'est celui qui est né en 62. Donc, il y aura 60 ans l'année prochaine. Voilà. Et dans 30 ans, dans 40 ans, il n'y aura plus de pieds noirs. Mais il y aura, comme ça se passe pour les Arméniens, par exemple, aussi un peuple qui a été arraché soudainement à la terre natale, il y aura les enfants de pieds noirs et les petits-enfants de pieds noirs et les arrière-petits-enfants de pieds noirs. C'est un problème de génération, je le disais tout à l'heure. Donc, dans le rapport Stora, enfants, petits-enfants, quantité négligeable, vous êtes fondu dans la masse, donc on ne vous voit même plus, vous n'existez plus. Sauf à participer à... Voilà. Mais comme vous ne dites pas que vous êtes enfant de pieds noirs ou petits-enfants de pieds noirs, on ne le sait pas. Donc, vous passez inaperçu. Ça, c'est le deuxième point par rapport au rapport Stora. Alors, bien sûr, comme ce rapport a été attaqué, le président Macron a décidé de faire une réunion avec les petits-enfants de pieds noirs. Bon, ça, c'est son...
c'est le en même temps qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Mais quel est l'intérêt de faire se réunir des enfants d'anciens du FLN, je parle d'enfants, hein, ou de petits-enfants, d'anciens du FLN, des petits-enfants de Harki, des petits-enfants de Pieds Noirs, d'origine juive ou catholique, hein, qu'importe. À quoi ça sert en France? À mon avis, pas à grand-chose. Hein. Parce que notre rapport avec l'Algérie, le rapport France-Algérie, est un rapport conflictuel. Hein. On ne peut rien attendre de l'Algérie qui se... depuis le président Chirac, la France tend la main vers l'Algérie et l'Algérie refuse cette main-là. C'est-à-dire qu'elle se mue, en tout cas l'Algérie. Les gouvernements algériens se sont transformés en statut du commandeur. Hein, donc, je suis sur l'estrade, je suis comme ça. Et puis la France arrive, elle tend la main, et puis on la regarde comme ça, elle dit repentance. Sinon, je ne fais pas un pas. On est dans cette situation-là. Donc, travailler... tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait « Mais pourquoi vous ne travaillez pas avec les historiens algériens ?» Moi, je travaille avec les historiens algériens quand ils sont en France. Mais travailler avec les historiens algériens, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Alors, je sais que Abderrahmane Moumen travaille avec certains, mais dans un cadre particulier. Puis c'est à Oran, c'est un peu... c'est pas Alger, on n'est pas dans la capitale. Voilà, on est un peu plus loin du pouvoir quand on travaille à Oran ou à Constantine qu'à Alger. Mais il est clair que Alger ne fera pas un pas. Donc, faire en sorte que des gens se rencontrent et que ça mène à rien. Oui, bien sûr que c'est le gouvernement, mais quand vous voyez que des jeunes Algériens sont contre le rapport Stora et incendient encore plus le rapport Stora que n'ont pu le faire certains historiens, il convient de se poser des questions. Est-ce qu'ils veulent vraiment cette réconciliation? La réconciliation à faire, elle est entre Français de différentes origines. Et là, peut-être qu'on pourra arriver à faire quelque chose. Pour autant que, et là j'arrive à mon dernier point, pour autant que on laisse les historiens travailler, ce qu'on fait en France, hein, on a toute latitude pour travailler sur les sujets qu'on veut, mais qu'on remette à sa place la mémoire dans le cadre historique. C'est-à-dire que moi, je suis historien. Je ne suis pas mémorien. Il y a des collègues, parfois, qui font un bouquin d'histoire en prenant 15 témoignages. Et ils ne sont pas dans les archives. Ils ne sont pas dans les archives, ils ne vont pas dans les archives. Et moi, ça me pose problème. Parce que l'archive est indispensable au travail de l'histoire. On sait que l'historien va construire son sujet, ou son objet, comme un scientifique. Il va le construire comme un scientifique. On ne fait pas ça comme un romancier. Moi, je n'écris pas des romans sur l'histoire, sur l'Algérie. J'essaie de faire l'histoire. Et je ne peux le faire que selon 4 exigences que je vais vous dire. D'abord, l'impérieuse nécessité de la critique des sources. Les sources, ce sont des archives papier, des témoignages, des photographies, des films. On doit critiquer ces sources. On a une analyse critique à faire. Deuxièmement, l'archive ne parle, l'archive, qu'elle soit témoignage, que si on l'interroge, que si on la met en valeur.
Et pareil, ne rien prendre au pied de la lettre. Je vous raconte une histoire. J'ai travaillé, j'ai pas pu faire encore le bouquin, mais c'est prêt à faire, mais j'ai pas de temps. J'ai travaillé sur le 26 mars. J'ai interviewé beaucoup de personnes, près de 80 personnes. Il y en a deux. Alors, témoignage des femmes, c'est toujours un témoignage beaucoup plus sûr que le témoignage des hommes. Non, mais je vous le dis, parce que j'avais vu ça quand je travaillais sur l'Exode, hein, sur le départ d'Algérie. L'homme dit ouais, on a pris le bateau et on est venu, c'était horrible. Alors je dis mais quelle date? Et il savait plus la date. Je me tournais vers son épouse, elle me dit ah, c'est le 28 juin, on était à 8h30 là. C'est beaucoup plus précis. C'est facile de se faire applaudir. Non, par les femmes. Par les femmes, pas par les hommes. Non, mais alors pourquoi la rue d'Isly? Parce que sur l'ensemble des témoignages, j'avais 2 témoignages d'hommes et qui étaient très particuliers. Quand j'ai dit qu'il faut interpeller l'archive, hein, pas prendre au pied de la lettre, c'est que j'avais une personne, ça tirait de tous les côtés, et elle était là, et elle comptait. Elle me disait, oui, j'étais debout, ça tirait, mais je comptais. Alors il y avait un mort ici, un blessé ici. Et puis, je dis, mais vous étiez debout comme ça, on vous tirait dessus, vous n'avez pas fait comme tout le monde, vous n'êtes pas couché par terre. Ah oui, je me suis couché. Ah, j'ai dit, alors vous n'avez pas vu. Parce que quand on est couché, on regarde un peu à droite, un peu à gauche, mais on ne regarde pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas tout vu, mais j'ai entendu. On me l'a dit. On m'a dit qu'il y avait ça. Vous voyez, comme quoi l'archive, y compris le témoignage, il faut être très... voilà, faut rien prendre au pied de la lettre au risque de s'emballer. Le troisième point, c'est que les sources ne disent pas tout. C'est comme ça. Et il revient à l'historien de faire preuve d'érudition, hein, en accumulant les informations. Il faut accumuler. Ce que fait le CDHA, c'est ça. Donc ça fait preuve d'érudition. Enfin, le dernier point, c'est que l'historien doit faire preuve d'une exigence éthique à questionner régulièrement son sujet ou son objet. On sait très bien, et je peux le dire maintenant, il y a 30 ans, j'étais persuadé qu'effectivement, ce collègue de Nice avait raison et que les pieds noirs allaient doucement mourir. Ils allaient laisser quelques ouvrages dont a parlé Anne, quelques témoignages, il y avait encore quelques archives, etc., mais que ça allait un peu disparaître. 10 ans après, en réinterrogeant mon objet, je me suis dit, non, ça disparaît pas, puisque il y a des jeunes de 50 ans, hein, ou des jeunes de 40 ans qui s'intéressent à la généalogie, qui s'intéressent à l'histoire de leurs parents. Et puis j'avais des grands-parents qui me disaient moi, c'est pas mes enfants qui sont intéressés, ce sont mes petits-enfants. Parce qu'ils étaient plus libres, ils étaient à la retraite peut-être, donc ils s'occupaient des petits-enfants, et donc ils leur parlaient de l'Algérie. Donc aujourd'hui, je me dis, je suis très content. Parce que cette histoire, qui est quand même une histoire particulière dans l'histoire de la colonisation, pas seulement française, mais au niveau mondial, je parle de la colonisation du 19e siècle, hein, pas la première colonisation du 16e et du 17e, pas du premier empire colonial, mais du second empire colonial. C'est quand même, l'Algérie, c'est quand même quelque chose à part. Elle est à la fois héritière du premier empire colonial, hein, on est en 1830, et quelques années plus tard, la France décide de peupler. On est dans une colonisation de peuplement. Hein.
et qui commençait d'ailleurs à ne plus être en vogue. La colonisation de peuplement, c'était plus ça dans plusieurs pays. On allait pour dominer le pays avec une armée, mais on n'allait plus pour installer une population. Donc, elle est un peu le dernier né des mouvements de colonisation des siècles passés, des 17e, 18e siècle. Mais elle annonce aussi le phénomène qui n'est plus un phénomène de colonisation, mais qui est le colonialisme. Elle est entre les deux, l'Algérie. Elle est à la fois le parangon de la colonisation, et en même temps, elle est annonciatrice du mouvement colonial de la fin du XIXe siècle, avec le mouvement de la domination. Elle fait les deux. Donc cette Algérie est complètement à part. Et comme elle est à part, c'est en ce sens qu'elle mérite qu'on l'interroge et qu'on continue à l'interroger. Alors, sur l'histoire de l'Algérie et la guerre d'Algérie, on connaît presque tout. Enfin, les historiens connaissent presque tout. On peut avoir, on a les archives, on a des témoignages. Grâce à votre action, vous allez apporter d'autres témoignages. Ce qu'on connaît un peu moins, c'est après l'arrivée en France. Bon, on connaît l'arrivée en France. Mon bouquin sur de l'exode à l'exil, il a maintenant 30 ans. Donc, ça commence à remonter. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur cet accueil et après sur cette vie en France? Un autre collègue de Nice qu'Anne connaît aussi bien, puisque Olivier Dard, je ne dirai pas son nom, mais Olivier Dard a pris la suite à la Sorbonne. Et cet autre collègue qui était à Nice, après qui était à la Sorbonne, me disait, moi, quand j'étais maître de conférence, je ne disais pas que j'étais pied noir. Parce que j'aurais jamais eu le poste de prof. Bizarre quand même, hein. Et on est dans les années 80. 80. Et le gars, normal sup, agrégé, enfin, la voie royale, quoi. Hein. Donc, vous voyez, alors, bien sûr, il avait un nom bien français, parce que si c'était appelé Pérez aujourd'hui, on l'aurait de suite vu que... voilà. Alors, Pérez, il aurait pu se faire passer pour un républicain espagnol. Ça marche, c'est bien. Parce que quand on... Oui, non. Quand vous êtes républicain espagnol, voilà, vous êtes un peu mieux que si vous êtes pied noir d'Algérie. Je parle dans les années 80. Hein. Je parle dans les années 80. Donc, vous voyez que aujourd'hui, moi, je suis très content de vous écouter et d'apprendre plein de choses, parce que les jeunes qui sont là, il y a 30 ans, j'aurais mis ma main à couper, j'ai bien fait de ne pas le faire, en disant non, c'est en voie de disparition, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour une raison simple, c'est qu'on fait toujours la comparaison avec les harkis dans ce mouvement de population. Or, ces deux, ça a une histoire commune, une histoire de départ qui est l'Algérie et qui est la guerre, mais deux histoires différentes. Et deux histoires différentes en France, histoire différente en France, pour une seule raison, à mon avis. Mais après, Abderrahmane, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et beaucoup plus que moi, pour apporter une différence, c'est que en France, pour les pieds noirs, ce sont nos parents qui se sont battus pour les enfants. C'est les parents qui se battaient pour les enfants. Ça, c'est important. Pour les harkis, ce sont les enfants qui se sont battus pour les parents. Et ça, c'est complètement différent. Ça fait beaucoup plus jeune. Et les harkis sont beaucoup plus jeunes à se battre. Oui, mais je parle de ceux qui auraient aujourd'hui 80 ans. Quand ils sont arrivés, qui ont quitté l'Algérie et qui avaient une trentaine d'années et qu'on les mettait dans les camps, ils n'avaient pas tellement
la possibilité de se défendre. Sauf les enfants qui sont venus après, ou qui sont nés peut-être en Algérie, mais qui sont venus comme Mohamed Moumou, qui avait 7 ans quand il est venu, puisqu'on a le même âge. Voilà, ce sont les enfants. Moi, je ne me suis pas battu pour mes parents. Ce sont mes parents qui sont battus pour moi. Mais les harkis, ce sont les enfants qui se sont battus pour les parents. Et ça fait qu'aujourd'hui, moi, parfois, on me dit, mais pourquoi vous n'êtes pas comme les harkis, comme les enfants des harkis, etc. Je dis, parce que la différence, elle est là. Et puis, l'autre différence, c'est qu'on n'a pas vécu la même chose. Pas du tout la même chose. Hein. Quel pied noir est passé par les camps? Il n'y en a pas. Hein. Bon. Donc, ça fait quand même une différence dans l'histoire en France. Hein. Et aujourd'hui, enfin depuis quelques années maintenant, qu'il puisse y avoir une reconnaissance et une reconnaissance du drame harki, je dirais enfin. Hein. Le président Macron l'a fait, puisqu'il a demandé pardon. Mais je remarque une chose, à la différence des autres présidents, qui, eux, ont parlé d'abandon. C'était Chirac, le président Chirac, parlait d'abandon. Le président Sarkozy a parlé de massacre. Donc, hein, l'abandon, on peut le quantifier, on sait ce que c'est. Historiquement, c'est un objet historique. Les massacres, c'est aussi un objet historique. On peut le quantifier. Quand on dit « je demande pardon », on n'est plus dans l'histoire. On est dans la morale, dans l'éthique. On est même dans une morale plutôt religieuse. Hein, on demande pardon. C'est complètement... c'est encore différent. Et moi, j'ai peur qu'en demandant pardon, on fasse l'impasse sur l'histoire. Hein, et sur cette reconnaissance qui doit être une reconnaissance historique, qui doit être basée sur des faits, qui doit se baser sur des chiffres, hein, sur des dates. Moi, je dis toujours, et je dirai toujours, le degré 1 de l'historien, c'est être sûr de ses chiffres, être sûr de ses dates. Alors, j'ai eu des historiens qui m'ont dit « Oh, moi, tu sais, les chiffres, les dates, bah oui, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. » Donc, là, je crois que cette volonté de réconciliation, elle peut se faire au sein de la France, la prise en considération de cette histoire qui est une histoire dramatique. Hein. Elle n'est pas dramatique uniquement pour les pieds noirs ou pour les harkis. Elle est aussi dramatique pour des Algériens qui, à partir de 62, ont vu le pays s'écrouler, hein, et qui continue de s'écrouler régulièrement. Hein. C'est pas quelque chose de très nouveau. Et qui partent. Et regardez le drame qui est arrivé il y a quelques jours à Saint-Jean-de-Luz, ou je ne sais pas trop où, là, où 4 Algériens se sont couchés sur les voies enfin, chemin de fer, et 3 d'entre eux ont été... Mais quelle responsabilité du gouvernement algérien? C'est pas le gouvernement français qui est en compte. Hein. Parce que là, il faut bien prendre en considération une chose aussi, c'est que la situation de cette situation dramatique en Algérie, aujourd'hui, la France n'est ni coupable, donc pas de repentance, ni comptable. Hein, c'est-à-dire qu'elle est ni coupable ni comptable de la situation aujourd'hui de l'Algérie. Alors bien sûr, il a eu raison de parler de rente mémorielle parce que c'est exactement ce qui se passe. Mais nous, aujourd'hui, cette idée de faire une sorte de comité, d'une commission vérité et réconciliation comme en Afrique du Sud ou comme on avait fait, mais plus modestement avec l'Allemagne,
ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, les Africains blancs d'Afrique du Sud, ils sont restés. Or, en Algérie, les Pieds Noirs, ils ne sont pas restés. Donc, ça n'a rien à voir. Et par rapport à l'Allemagne, cette volonté de réconciliation s'est faite dans les premières années, dans les 10-12 ans qui ont suivi la fin de la guerre. On est à 60 ans après la fin de la guerre. On est à 2 générations, peut-être la 3e en cours. Là, et on nous parle encore de vérité, de réconciliation. Laissons faire les historiens, apportez vos témoignages, et là, on aura des matériaux pour dire ou pour faire cette histoire qui est bien avancée, mais qui nécessite encore quelques ajustements scientifiques. Je vous remercie. Et j'ai oublié une chose. Je voulais vous en parler. Pour les enfants et les petits-enfants, je fais le lien entre les formes d'exil et les espaces. On a plusieurs formes d'exil. Vous avez, pour les Pieds Noirs, l'exil destructeur. J'arrive en France, je ne suis pas aimé, c'est terrible. C'est plutôt pour les personnes âgées. Ils sont vraiment déclassés. Ils meurent. Voilà. Ça, c'est l'exil, ou l'exil qui est cet exil destructeur. C'est quelque chose qui rumine dans la tête. C'est quelque chose qui pousse à la destruction. On pense toujours à cette Algérie. On la magnifie, ce qui donne des bâtons pour se faire taper dessus, puisqu'on la magnifie tellement que c'est plus la réalité. Donc l'exil destructeur. Vous avez après, une génération après, qui se fait un exil un peu réinventé. Pour les Juifs, c'était l'exil réinventé. C'est-à-dire dans les années 80, certains Juifs disaient « Ah, mais si on n'avait pas été naturalisé par le décret Crémieux, on serait encore en Algérie, très bien, etc. » Non, tu ne serais pas en Algérie. Tu serais ailleurs, mais tu ne serais pas en Algérie. Donc, il faut arrêter de réinventer, de faire la réinvention des origines. C'est bien, mais ce n'est pas toujours très, très bien. Et après, vous avez un 3e exil, dans les années 90, 2000, que moi j'appelais l'exil savant, ou alors c'était un exil où la personne se nourrissait de textes historiques, essayait de comprendre, et essayer de renouer avec une culture qui est plutôt une culture méditerranéenne, et pas une culture complètement uniquement pieds noirs. Et puis vous avez les enfants. Et les enfants, eux, ils ne sont pas dans un exil de cela. Ils sont porteurs d'exil de leurs parents. Ils portent l'exil de leurs parents. Ils portent les souffrances, mais ils portent les drames, mais ils portent aussi les joies, ils portent les couleurs, ils portent les odeurs, ils portent la cuisine, ils portent les expressions qu'on peut faire. Et je suis sûr qu'il y a peut-être des enfants et des petits-enfants, peut-être qu'ils ne le font pas encore dans ce groupe-là, mais à mon avis, ça va arriver. Moi, je le vois quand je rencontre des amis pieds noirs. On joue le jeu, ça nous fait plaisir. Donc, on prend la nisette, on prend la kémia, on parle, on se met à parler l'accent, on se met à parler, à avoir des expressions pieds noirs. Va savoir ce que ça va donner. On ne sait pas. Mais va savoir. Et on fait comme ça. Et ça nous fait plaisir. Et après, on repart et on est content. Voilà. Et donc, ils sont porteurs de cet exil-là. Et ces exils sont à relier avec les espaces. Posons-nous la question. Vous êtes enfant de pieds noirs, ou petit enfant de pieds noirs. Vous êtes donc des enfants d'enfants de pieds noirs, qui eux-mêmes peuvent dire on est aussi pieds noirs, puisque nos parents, nos grands-parents étaient pieds noirs. Voilà. Mais à ces pieds noirs-là, qu'est-ce qu'ils étaient avant 62, avant d'être pieds noirs? Ils étaient français d'Algérie. D'accord? Français d'Algérie. Alors on va remonter.
Et Français d'Algérie, bah, donc on est en France, donc c'est très bien. On est de La Rochelle, c'est parfait. On est de La Rochelle, parfait. Puis on remonte. Ah, puis La Rochelle, quand j'étais en Algérie, j'étais à Oran. Ah, on était Français à Oran. Mais il n'y a pas une génération spontanée de Français d'Algérie. Ils sont bienvenus de quelque part. Et donc, il y a des espaces comme ça qui, en remontant, vont émerger et vont de plus en plus émerger. Ça s'est fait grâce à la généalogie, mais ça se fait aussi grâce aux rencontres qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'est-ce que j'étais avant d'être Français d'Algérie. J'étais juif, j'étais espagnol, mais j'étais pas espagnol de toute l'Espagne. J'étais andalou, oui, mais tu n'es pas andalou de toute l'Andalousie. Ah oui, d'ailleurs, c'est pas tout à fait. J'étais de Murcie. Ah bah, Murcie, c'est pas tout à fait l'Andalousie, parce que voilà. Très bien, Murcie. Oui, c'est très beau, Murcie, bien sûr. Bon, c'est moins beau que Minorque, mais c'est comme ça. Bon, mais c'est très beau quand même, c'est très beau. Et Jo va me dire, tu sais comment mettre la salle dans ta poche. Non, mais il n'y a pas beaucoup de Mahonnais ici. Oui, il y a des Mahonnais. Ah ben voilà, on est 4, pardon. On est 4, mais on est au centre de la Méditerranée, donc centre du monde méditerranéen. Donc voilà. Donc ces espaces reviennent, ressortent, ressurgissent comme des îles, comme des îles. Et ça, c'est important parce que dans cette Algérie, à la fin du 19e siècle, pourquoi on a naturalisé en masse et une naturalisation automatique? On ne demandait pas aux Espagnols si vous voulez être français. Mais vous êtes français, point final. Allez, il n'y a rien à dire. Vous voulez rester espagnol, vous devez faire un dossier comme ça. Ça coûte à l'époque 50 francs, donc ils ne pouvaient pas se permettre, donc ils devenaient français. Espagnol, italien, juif 20 ans avant, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un auteur qui a dit « L'Algérie ne doit pas être des îles méditerranéennes qui cohabitent et qui se côtoient. Il faut en faire un continent de ces îles-là. L'île espagnole, terminée. L'île maltaise, terminée. L'île italienne, terminée. L'île alsacienne, terminée. L'île allemande, terminée. Il faut tous que ce soit des Français. Et donc, ça naturalise en masse. C'est pour ça que le fait d'avoir forcé des populations qui étaient bien contentes de devenir françaises aussi, faut pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se fissure, mais c'est quelque chose qui est pris en considération et qui fait que, oui, on est de plusieurs espaces à la fois dans cette Méditerranée qui est au-delà de la Méditerranée. On est dans plusieurs espaces à la fois et c'est ce qui nous permet de vivre et de bien vivre. Et d'être bien. Voilà, c'est ce qui nous permet d'être bien. Merci. Je voulais terminer sur ça. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Alors, oh là, on va prendre 2 ou 3 questions. Il y en a 4, 5, 6. Alors, ce que je propose, peut-être, c'est ceux qui n'ont pas encore parlé ou qui ne parleront pas. Très court. Hein. Bonjour, je suis Cindy Amoudi, je suis fille de Harki et présidente des Harkis. Jordi, on se connaît depuis très longtemps. Je reviens sur ce que tu as dit sur notre président de la République, Monsieur Macron. Nous sommes toujours le trait d'union, le prétexte, le pansement sous l'eau. Alors, nous, on n'est pas dupes. On va parler de Monsieur Macron parce que c'est le dernier, notre président actuel. Nous avons reçu une lettre, un mail d'invitation le 17 septembre à 19h50 pour une invitation le 20 septembre, soit 72 heures après. Attention, c'est peut-être par rapport au pass sanitaire, c'est 72 heures. Hein. Donc là, on est bien. Serait-ce un premier pas ou un pas? Donc, pardon, excuse-moi, il ne faut pas tout le temps couper. On peut parler sans couper, mais... Non, mais voilà, je dis à la personne qui a parlé. Donc, moi, je considère aujourd'hui que les harkis ne sont plus... Les harkis d'aujourd'hui,
les enfants de Harki d'aujourd'hui, Oui. ou les petits-enfants de Harki, ne sont pas dupes. On est face à une nouvelle génération. Pour la plupart, on est lettrés et non illettrés. On n'accepte pas qu'on se... Moi, la victimisation, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Donc, on ne sera pas, encore une fois, le prétexte, parce qu'on a cité Chirac, Sarkozy, Hollande 8 mois avant, et ça se répète. Donc, on verra ensuite, quand on sait qu'il faut 8 mois pour mettre une loi en place, et là, c'était uniquement parce que M. Macron est dans une impasse face à l'Algérie. Il a essayé de ménager la chèvre le chou, c'est-à-dire le lundi 20, il avait les Harkis, le lendemain, les Algériens. Voilà. Oui. Je vais essayer de faire le lien entre l'intervention précédente et celle-ci, et en partant de la musique. On a parlé d'Enrico Macias, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès en chanson française en utilisant la musique andalouse, arabo-andalouse, mais je voulais citer un autre musicien, c'est Rachid Taha, qui est un fils d'immigrés et qui chantait en français, qui était du rock rail et qui chantait Douce France, pays de mon enfance, et qui a chanté aussi la Marseillaise. Ce que je voulais dire dans l'histoire et la recherche des traces, et je trouve que c'est un élément très important d'avoir mémoire des traces, parce que ce qu'ils vivent fait vivre l'Algérie, notamment l'Algérie française qui est venue en France. Et donc c'est un élément algérien, mais il ne faut pas oublier, parce que j'ai bien vu ce matin dans la présentation, on nous a présenté les 3 communautés, les Harkis, les Pieds Noirs et les Juifs. Mais en France, il y en a qui font mémoire de l'Algérie à travers des fantasmes. C'est les fils d'immigrés qui vivent en France et qui sont français, eux, qui ne connaissent pas du tout l'Algérie. Et ils n'ont que mémoire de l'Algérie à travers uniquement des fantasmes. Leurs parents ne la connaissent pas d'ailleurs. Et donc c'est cette 4e communauté qu'il faut essayer de faire féconder, parce que j'ai entendu le mot ce matin de la fécondation qui est nécessaire, et je crois que c'est comme ça en fécondant toutes les communautés pour pouvoir, parce que tous ces gens vivent en France, qu'ils sont des descendants d'Algériens vivant en France depuis très longtemps et français, ou Français d'Algérie étant revenus en France, et évidemment ils ont essaimé, mais c'est comment on fait, si on peut mettre une 4e communauté avec les 3 qui ont été cités. Merci. Bonjour, je ne voudrais pas engager de polémique et je ne sais pas si c'est de votre ressort de me répondre. Puisque vous avez évoqué Benjamin Stora, je crois qu'il a été invité à ce colloque. Est-ce que je peux connaître quelle était sa réponse? Non, il a été informé, me dit Hubert, qui est l'organisateur. Il a été informé du colloque. C'est normal qu'on informe tous nos collègues historiens et puis sociologues ou autres du colloque, mais il n'est pas venu, mais j'en sais pas plus, je ne peux pas vous dire. C'est l'organisateur du colloque qui peut dire. Il a été informé de ce colloque, de même que le président Macron et un certain nombre de personnalités qui ont quelque chose et qui disent quelque chose sur notre histoire. Il a répondu personnellement au président en disant qu'il le remerciait infiniment de l'avoir informé de ce colloque. Alors, un certain nombre de mots que je ne peux pas retrouver, où il montre l'importance de ce qui est en train de se faire ici. Alors, bon, c'est une personne qui a une autorité au moins de parole. Le fait même qu'il ait cette position, alors que jusqu'à présent, il s'est déjugé de toutes les initiatives faites par des Pieds Noirs, montre que, c'est tout au moins l'interprétation que j'en fais, c'est que notre parole est maintenant audible, au moins plus qu'elle ne l'a jamais été. Oui, c'est sûr. Oui, l'invitation. Donnez la parole aux deux pères, à la dame en rouge et au fils de Harki. Voilà. Pardon, excusez-moi, mais j'essaie de donner la parole à tout le monde. Je vous donne la parole, madame. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais faire une intervention pour prendre un tout petit peu de recul.
Je dirige la Maison de l'Espagne à Aix-en-Provence, qui est en train de devenir la Fondation hispanophone de Provence, et nombreux d'entre vous nous connaissent déjà. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et je voudrais apporter mon petit témoignage. J'aimerais d'ailleurs qu'il soit grand et faire partie des archives, parce que, en fait, nous faisons partie, non pas des Français d'Algérie, pardon, Jean-Jacques Jordi, mais des Pieds Noirs. Une partie de ma famille, en fait, est partie d'Almeria, donc c'est l'Andalousie. Et est partie d'Almeria, le patriarche, tout seul d'abord, comme pratiquement 50 millions d'Européens à l'époque, entre 1880 et 1920. Ils sont partis parce qu'ils avaient faim et parce qu'ils cherchaient du travail. Et dans un premier temps, il est parti en Argentine. Et alors, du coup, depuis peu, je connais cette histoire et ça m'explique beaucoup de choses de moi-même, mon penchant pour l'Argentine. Et j'invite tout le monde à chercher ses racines. C'est très important et vous le savez tous, puisque vous existez depuis 1974 déjà. Et il faut que vous existiez encore très longtemps. Et donc, quand il est parti en Argentine, effectivement, il y avait aussi, on donnait des terres, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Et lui, il n'a pas trouvé sa place. Donc, il est revenu et c'est comme ça qu'il a décidé de partir à Oran. Et il est parti là avec toute sa famille et ils sont restés à Oran pendant longtemps. Et c'est comme ça que j'ai une marraine oranaise et c'est pour ça que je m'appelle Anna. Et donc, la marraine oranaise, elle est rentrée quand je suis née. Et moi, j'ai un petit peu l'impression d'être une descendante, puisque ma marraine, c'était la sœur de mon grand-père. Lui, mon grand-père était rentré avant. Il était rentré en 1935, et c'est pour ça qu'il est resté espagnol, en fait. Et il n'est pas devenu français. Et donc, moi, j'ai été très attachée toujours, et cette culture vibre très fort en moi, parmi d'autres, bien sûr. C'est pour ça que je porte la Maison de l'Espagne et pas les rapatriés d'Algérie. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que elle me touche beaucoup parce que elle est très universelle, justement parce que ce ne sont pas des Français d'Algérie, ce sont c'est une communauté, comme une nouvelle histoire, une nouvelle culture et une nouvelle génétique, en fait. Et moi, je pense qu'il faudrait prendre du recul et sublimer cette histoire, et la sublimer à travers cette dimension qu'a prise cette culture à un point tel qu'en fait, que vous le veuillez ou non, les descendants, ils seront toujours pieds noirs. Ils seront toujours pieds noirs parce qu'ils continueront à avoir cet accent. Moi, je reconnais des petits-enfants de rapatriés quand ils viennent me rendre visite à la permanence ou à la boutique ou autre, pas seulement parce qu'ils aiment la soubreçade ou parce qu'ils mangent des manteca, mais aussi parce qu'ils ont quelque chose qui vibre en eux. Et ce quelque chose, je pense que les historiens, les artistes, tous ceux qui s'attachent à la mémoire, aux cultures, etc., c'est ça qu'il faut approfondir parce que c'est ça l'avenir, quoi. Voilà, c'était mon petit message. Merci beaucoup. Camus disait que c'était un peuple en train de naître, mais il n'est pas né en Algérie, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est en train de naître en France d'une manière un peu particulière, différente, mais pourquoi pas. Merci. Merci à tous.